Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, pas de vidéo sur une célébrité. J'avais envie d'aborder avec vous la notion de sens. Sens comme comprendre la signification, mais également sens comme trouver la direction. Trouver la direction notamment de tout ce qui nous met en joie. Selon moi, il y a deux chemins pour trouver cette joie. La première, bien évidemment, c'est de nous connecter à tout ce qui nous fait du bien, danser, chanter, rire, aimer. C'est également réussir tout ce qu'on entreprend en utilisant nos potentiels connus. C'est entretenir des relations épanouissantes, saines et fluides avec les personnes qui nous entourent, mais également trouver la sérénité, la paix, la tranquillité ou la liberté. Mais c'est également aller identifier tout ce qui nous freine, tout ce qui nous bloque, les zones de brouillard, nos peurs, mais également aller lever nos points de faiblesse, mettre un nom dessus afin de pouvoir les dépasser. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller regarder un point de ces faiblesses que nous avons tous et qui sont nos complexes. Alors, qu'est-ce qu'un complexe? Un complexe est un trouble de la personnalité ou un conflit psychique qui trouve généralement son origine à la petite enfance, dans l'environnement familial et qui peut perdurer dans la vie adulte. Un complexe repose sur un ensemble de croyances qui sont généralement négatives, globales et rigides, qui vont conditionner notre comportement et qui souvent sont reliées à une peur qui va nous empêcher d'avancer ou de nous adapter. Une croyance, c'est donc une interprétation de quelque chose que nous n'avons pas été vérifié, expérimenté, réalisé. Le complexe engendre toujours des frustrations. Alors, tout d'abord, on a un complexe dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo concernant Gabriel Attal, c'est le complexe de frustration. Ce complexe de frustration s'appelle également le complexe de sevrage. Le principe de ce complexe, qui est un complexe saturnien pour les astrologues, c'est une personne qui se sent, alors dans le complexe de frustration, se sent privée d'un dû. Donc en général, on va remarquer ces personnes-là qui vont toujours, tu me dois, j'ai le droit à, tu dois me donner, etc., etc. Vraiment, privation, une sensation, une croyance d'être privé d'un dû. Le complexe de sevrage, lui, c'est la privation de quelque chose d'essentiel. Au niveau de la réaction vis-à-vis de ce complexe de frustration ou de sevrage, on va avoir une personne plutôt éprouvée, culpabilisée, peut-être également tourmentée ou obsédée par l'image de la mère, par l'image de la femme ou par l'image de la féminité. En tout état de cause, ça va engendrer de l'insatisfaction, une hypersensibilité, une vulnérabilité excessive, peut-être une impressionnabilité et une avidité désordonnée. Le deuxième complexe qu'on connaît davantage, c'est le complexe d'abandon. Il est basé sur la croyance de ne pas être aimé et il va engendrer soit une recherche incessante d'amour ou une recherche incessante d'être admiré, une recherche exagérée du contact des autres, même au risque de se sacrifier pour les autres, ou au contraire, une anesthésie affective. À l'origine, le rejet de la mère, une absence de la mère, ça peut être par exemple une maman qui va être hospitalisée, mais ça peut être également par le biais de la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, la croyance que la maman a transféré son amour auprès justement du petit frère ou de la petite sœur. Le troisième complexe, c'est le complexe d'insécurité. Il trouve son origine dans l'angoisse de mort. Il est au centre de toutes les névroses. C'est la notion de danger qu'on est incapable de gérer et qui va entraîner un besoin de tout contrôler. La forme la plus courante est une anxiété permanente, une aspiration donc à la sécurité. Sa forme pathologique va s'exprimer par toute forme d'évitement et par toutes les phobies. Alors c'est la peur de manquer, la peur des maladies, la peur de mourir, la peur du lendemain. Le quatrième complexe, c'est le complexe de castration qui s'appelle également le complexe de virilité. Il va trouver son origine dans un environnement parental
castrateur, ce qui va induire la destruction de la confiance en soi, de l'estime de soi, de toute prise d'initiative et qui va généralement conduire à un autre complexe qui va être le complexe de culpabilité. L'enfant, l'adulte, va se sentir responsable et coupable de tout. Le cinquième complexe, c'est le complexe d'insécurité. Le complexe d'insécurité, c'est un sentiment de mésestime de soi, de ses facultés, de ses dons, de ses potentialités et une certitude de ne pas être à la hauteur. C'est également la certitude d'être ridicule ou la certitude d'être jugé par les autres comme étant quelqu'un de ridicule. Celui qui en est atteint se compare systématiquement aux autres. Ça va induire une impossibilité de s'exprimer en public, une difficulté dans les réunions, dans les activités sociales et généralement provoque une envie de fuir ou de se faire tout petit. Pour le sixième complexe, il s'agit du complexe du narcissisme. Le narcissisme est en fait une névrose d'un amour exclusif pour soi, alors que normalement, l'amour, on le partage avec les autres. Alors, le narcissisme se manifeste par plusieurs choses. Et là, dans le cas présent, tout s'additionne. Le narcissique, c'est un sujet qui a besoin d'être admiré. C'est quelqu'un qui a un sens grandiose de sa propre importance. Il considère ses qualités de succès, de pouvoir, de splendeur illimitée. Le sujet se pense spécial, unique, que tout lui est dû. En général, il exploite l'autre à ses fins tout en manquant totalement d'empathie. C'est quelqu'un également qui fait preuve d'arrogance et d'un comportement hautain. Le suivant, c'est la cyclothymie. La cyclothymie est un complexe qui est très largement répandu et notamment auprès des artistes. C'est l'un des complexes qui est facilement réactivé. Comme son nom l'indique, la cyclothymie, c'est le fait d'osciller entre deux états, entre deux comportements. La première phase, une phase plutôt optimiste, euphorique, d'exaltation, de vivacité, d'aisance, va être suivie par une autre phase négative, pessimiste, avec de l'indifférence, de l'évitement, du doute, du renoncement, mais également des phases d'inaction, de dépression, voire d'angoisse. Le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est le cas de Pierre Palmade. Ensuite, dans les complexes neptuniens, rapidement, les trois les plus courants. Le premier, c'est le comportement de fuite, assez facilement. C'est un mécanisme phobique, là encore, poussant à fuir les réalités contraignantes. Deuxième complexe neptunien, la recherche d'identité, c'est le problème de celui qui a du mal à se situer. Alors, on retrouve couramment ce complexe chez les enfants de célébrités qui en fait sont toujours nommés en tant que fils de ou fille de, mais qui n'existent pas en tant que tels et qui vont devoir à un moment dépasser ce stade pour pouvoir se positionner autrement que comme je suis le fils de ou la fille de. Le troisième complexe un peu plus lourd, c'est la schizoïdie. Alors rien à voir avec la schizophrénie. La schizoïdie, c'est une organisation psychologique dominée par l'introversion. Le sujet, qui apparemment est froid, distant et peu affable, est en réalité un hypersensible sur la défense. On les rencontre généralement chez les marginaux, les rêveurs, les solitaires qui vivent complètement en marge des réalités. Au niveau des complexes uraniens, j'en ai retenu trois. Le premier, le complexe de rébellion. Là, on a affaire à une personne qui va posséder un psychisme instable, rebelle à toute contrainte, une nature excentrique et qui tient réellement à se démarquer.
La tendance à la paranoïa, c'est une personne qui a une méfiance soupçonneuse envers les autres et dont les intentions sont interprétées comme malveillantes. Alors c'est plus la tendance à la paranoïa, une névrose qu'un complexe. Elle se caractérise par un orgueil démesuré, une méfiance, on vient de le voir, à l'égard de son environnement, une susceptibilité exacerbée, mais également un jugement faussé et une rigidité psychique. Dans le cas de la tendance à la paranoïa, je vous ai retenu Kenny West, qui a lui-même reconnu être atteint par la tendance à la paranoïa. Pour information, les Capricornes et les Verseaux sont les plus exposés à la tendance à la paranoïa. Le dernier complexe uranien que j'ai retenu, c'est la tendance à la mégalomanie. La mégalomanie, c'est en fait une surestimation délirante de ses facultés, de ses capacités, de ses dons, de ses atouts. Il est aussi appelé complexe de supériorité ou folie des grandeurs. Par différence avec le narcissisme, là, le sujet cherche en fait à dominer, à épater, à être admiré, mais il va raisonner faux, il invente, il imagine et il se vend. Ici, les Sagittaires et les Lions sont les plus prédisposés. Enfin, le tout dernier, il fait partie des complexes plutoniens. C'est le complexe de Carmen qui est appelé également le complexe de l'amour exigeant. Ici, le sujet est à la fois le persécuté et le persécuteur. Il va rechercher systématiquement des partenaires ou des proies faibles, fragiles, influençables. Ce sont en fait des affligés dont la frustration affichée est particulièrement prononcée. C'est le complexe de Carmen, le pendant du complexe de virilité chez les femmes. Chez les femmes, donc, c'est le refus de la domination de l'homme. N'oubliez pas, un complexe égale croyance. Donc, certaines femmes croient que les hommes cherchent à les dominer. Donc ici, la femme va se positionner en rivalité avec l'homme, elle va chercher à le concurrencer, mais elle peut chercher aussi à le castrer, à préférer des hommes féminins ou des hommes qui vont jouer un rôle paternel. Alors ici, on a quelqu'un qui me semble de façon évidente correspondre à ce complexe de Carmen, c'est Sandrine Rousseau. Je vous renvoie à l'article qu'elle a échangé concernant son compagnon, alors réel ou pas puisqu'on ne l'a jamais vu, où elle explique qu'elle a une vie fluide et saine avec un homme déconstruit. Ce sont ces termes, déconstruit. Bon, je vous laisse votre propre analyse sur ce thème de déconstruction. Voilà, c'est terminé pour moi aujourd'hui. Simplement pour terminer, je voudrais rappeler que l'astrologue n'est pas un professionnel médical. Il n'est donc pas là pour poser un diagnostic et encore moins pour vous guérir. En revanche, son rôle est de mettre en avant une partie de vos faiblesses pour que vous puissiez les nommer et selon votre choix, d'aller ensuite consulter un professionnel pour dépasser ces complexes et notamment quand ces complexes sont souffrants dans votre vie. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao!